Bonjour, Madame Etoufela avec vous pour la suite de la correction du sujet du bac blanc langue française, Clic édition, pour les filières sciences, mathématiques, techniques maths, gestion, économie. Nous avions terminé la correction jusqu'à la question numéro 9, donc nous reprenons la suite et nous commençons par la question 10. Mais celui-ci se fait battre par les Français et signe un traité avec eux. Petit a et petit b dans cette question. Petit a, mais exprime quoi? Alors, c'est une question de grammaire. L'explication ne se trouve pas dans le texte, bien qu'en lisant la phrase, vous pouvez déterminer la relation logique exprime mais ça doit faire partie de vos connaissances de la langue française depuis toutes les années que vous étudiez le français. Alors, est-ce que mais exprime la conséquence? Est-ce qu'il exprime l'opposition, la cause, le but ou la condition? Voilà, nous sommes à la question numéro 10. Alors ici, j'ai mis en vert l'opposition, car si l'on voit dans le texte la phrase mais, voilà, je vais la surligner en couleur. Mais celui-ci se fait battre par les Français et signe un traité avec eux. Donc ici, vous voyez, Abdelkader demande l'aide du sultan, mais celui-ci se fait battre par les Français et signe un traité avec eux. Donc, entre les deux propositions, il y a la conjonction de coordination, qui est un articulateur logique, qui sépare les deux propositions, et nous voyons que les deux propositions sont contradictoires. Ça veut dire que la proposition subordonnée, qui vient après le mais, s'oppose à la proposition principale. L'idée de la proposition subordonnée s'oppose à l'idée de la proposition principale, mais exprime l'opposition. On passe d'une phrase à une autre phrase et entre les deux, il y a un articulateur qui exprime l'opposition. Ça veut dire que la deuxième partie de la phrase, la proposition subordonnée, exprime quelque chose de contraire à l'idée de la proposition principale. Donc, mais exprime l'opposition. On peut le remplacer par cependant, par contre, toutefois, tous ces articulateurs que vous avez étudiés durant votre apprentissage de la langue française. Petit b, nous avons celui-ci. Vous voyez, c'est souligné. Celui-ci renvoie à qui ou à quoi? Alors, celui-ci renvoie au Dey, à l'émir Abdelkader, au sultan du Maroc, au traité signé ou aux dirigeants algériens. Voilà les 5 propositions de réponse. Alors, nous revenons à la phrase. Abdelkader demande l'aide du sultan du Maroc, mais celui-ci remplace le sultan du Maroc pour éviter la répétition. Donc, voilà, le sultan du Maroc, celui-ci renvoie au sultan du Maroc. Ça veut dire que l'auteur a utilisé celui-ci pour éviter la répétition, donc ça renvoie au sultan du Maroc. 11e question. Quel est le temps de conjugaison dominant dans le texte? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le temps, il faut comprendre tous les éléments de la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de conjugaison dominant? Ça veut dire celui qu'on trouve le plus conjugué dans les verbes du texte. Donc,
celui qu'on trouve le plus. Alors si vous regardez le texte, vous prenez le début du texte et voilà, on souligne les verbes. Alors débute, c'est le verbe débuter, il se termine par un E, donc c'est un verbe qui est conjugué, c'est un verbe du premier groupe, débuter, et à la troisième personne du singulier, il se termine par E, donc c'est le présent de l'indicatif. Alors débute, ensuite le deuxième verbe réduit, c'est le verbe réduire, donc c'est un verbe du troisième groupe, il est au présent de l'indicatif. Pénètre, c'est le verbe pénétrer, donc premier groupe, il se termine par un E. Le they et les siens quittent, c'est le verbe quitter, à la troisième personne du pluriel, ENT à la fin, donc c'est également le présent de l'indicatif. Alors si nous regardons tous les verbes, ils sont tous au présent de l'indicatif, donc le temps dominant, c'est le présent de l'indicatif, à l'exception, sauf dans le cinquième paragraphe, alors 1, 2, 3, 4, 5, dans le cinquième paragraphe, nous avons s'accompagne, c'est le verbe s'accompagner, premier groupe, il est conjugué au présent de l'indicatif, mais nous avons également avait créé. Voilà, vous voyez qu'il y a un auxiliaire et un participe passé, et l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait, donc ce verbe est conjugué au plus que parfait, et nous avons également bientôt la société algérienne elle-même verra, voilà, verra, le verbe est conjugué au futur simple de l'indicatif. Donc à part ces deux verbes, avait créé et verra, tous les verbes du texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc pour la 11e question, il fallait cocher le présent de l'indicatif. Nous passons à la 12e question, la valeur de ce temps de conjugaison. Ça veut dire qu'on vient de parler du présent de l'indicatif, on nous demande la valeur de ce temps. Car normalement, vous l'avez étudié, le présent de l'indicatif, qui est beaucoup utilisé dans le texte historique, il peut avoir plusieurs valeurs. Alors, est-ce que sa valeur, parce que normalement, le présent de l'indicatif, c'est surtout le présent momentané. Ça veut dire que c'est pour l'action qui se passe en ce moment. Mais le présent de l'indicatif est également utilisé avec d'autres valeurs. Le présent de narration. Alors, le présent de narration, c'est un présent qui est utilisé surtout dans les récits. Il s'emploie pour raconter des actions passées en les rendant plus vivantes. Il donne une impression de direct. C'est comme si on voyait l'action se passer sous nos yeux. Il y a également le présent de narration, c'est celui qui est utilisé dans les récits, et comme c'est un récit historique, donc je coche la première réponse. La valeur de ce présent, c'est d'abord le présent de narration. Ensuite, est-ce que c'est un présent de vérité générale? Le présent de vérité générale, c'est pour surtout les textes scientifiques, parce qu'il exprime des faits qui sont toujours vrais, valables dans tous les temps. Donc ce n'est pas le présent de vérité générale. Est-ce que c'est le présent historique? Est-ce que ce présent de l'indicatif a valeur de présent historique? Oui, parce qu'en fait, il est utilisé dans la narration. Alors, nous cochons la réponse, le présent historique. Le présent d'habitude, c'est pour les actions qui se répètent régulièrement, donc nous ne cochons pas cette réponse. Et enfin,
Le présent d'énonciation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que c'est le présent momentané. On énonce dans le moment où l'action se passe. Voilà. Donc ici, pour la 12e question, nous avions deux réponses justes, le présent de narration et le présent historique. Nous passons à la 13e question. La 13e question, Abdelkader supprime les impôts turcs. 12e question. Non, pardon, 13e question, Abdelkader supprime les impôts turcs. Alors, si vous avez remarqué, à partir de la 10e question, nous avons des questions de grammaire. Le jour du bac, en général, vous n'avez qu'une question de grammaire, ou au maximum deux, mais comme c'est un sujet de révision, j'ai voulu vous poser plusieurs questions de grammaire pour vous faire la révision. Donc là, je passe à la 13e question. Abdelkader supprime les impôts turcs. Est-ce que cette phrase, est-ce que la phrase Abdelkader supprime les impôts turcs, est-ce qu'elle est à la voix active, à la voix passive? Est-ce que c'est une tournure impersonnelle? Est-ce que c'est la forme affirmative? Est-ce que c'est la forme active? Donc, la phrase, dans la phrase Abdelkader supprime les impôts turcs, nous voyons Abdelkader, c'est le sujet de la phrase, supprime, c'est le verbe. Voilà, je reviens dans le texte. Alors, nous sommes dans le 3e paragraphe. Voilà, je vais souligner la phrase. Voilà, la phrase est ici. Mais comme on l'a prise dans les questions, on a mis un point à la fin de la phrase. Alors, Abdelkader supprime les impôts turcs. Alors, Abdelkader, c'est le sujet de la phrase. Supprime, c'est le verbe. Et les impôts turcs, c'est le complément d'objet direct. Alors, nous voyons, on dit qui supprime les impôts turcs? C'est Abdelkader. Donc, Abdelkader, c'est le sujet et c'est lui qui fait l'action. Puisqu'il fait l'action, la phrase, dans cette phrase, le sujet fait l'action, donc c'est une phrase à la voix active. Alors, nous cochons la première proposition. La deuxième proposition, la voix passive, puisque la phrase est à la voix active, elle ne peut pas être en même temps à la voix passive. Ensuite, est-ce que c'est une tournure impersonnelle? Dans la tournure impersonnelle, le sujet de la phrase, c'est le il impersonnel qui ne remplace personne. Or, cette phrase ne comporte pas le sujet il. Donc, ce n'est pas une tournure impersonnelle. Je ne coche pas cette réponse. Est-ce que la phrase est à la forme affirmative? Quand une phrase est à la forme affirmative, ça veut dire que oui, le sujet, oui, il fait quelque chose, et on ne trouve pas dans cette phrase une négation. Il n'y a pas ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Donc, la phrase est affirmative. Elle est à la forme affirmative. C'est comme si on disait oui, Abdelkader supprime les impôts turcs. Si ce n'était pas la forme affirmative, ça serait la forme négative. On dirait Abdelkader ne supprime pas les impôts turcs. Donc, c'est bien la forme affirmative. La forme active, vous voyez que je l'ai mise en vert, je l'ai coché. En fait, c'est le synonyme de la voix active. La voix active ou bien la forme active, ça veut dire exactement la même chose. Donc, je vous ai mis quelques petits pièges parce que le jour du bac, si on ne vous propose pas la voix active, on peut vous proposer la forme active. Ça veut dire la même chose. Nous arrivons à la 14e et dernière question.
la visée communicative du texte et de l'auteur est. Alors, il faut savoir ce qu'est la visée communicative. Ça veut dire quand un auteur écrit un texte, il veut communiquer quelque chose avec ses lecteurs. Donc, la visée communicative, c'est le but de l'auteur. Si c'est le but de l'auteur, ça deviendra le but du texte. Donc, quel est le but de l'auteur dans ce texte? Ça veut dire quelle est sa visée quand il avait écrit ce texte. Alors, est-ce que la visée, elle est argumentative? Même un texte historique peut comporter des arguments et peut avoir une visée argumentative, mais généralement, ce sont des textes qui sont destinés aux filières littéraires. Donc ici, lorsqu'on a lu le texte, on l'a lu plusieurs fois, nous n'avons pas trouvé d'éléments qui fassent partie de l'argumentation. Donc la visée communicative du texte et de l'auteur n'est pas argumentative, donc on ne coche pas cette proposition. Est-ce que la visée de l'auteur est informative et explicative? L'auteur a écrit ce texte. Dans quel but? Il l'a écrit dans le but d'informer. Il nous donne des informations sur l'histoire de la colonisation française en Algérie. Il nous informe, il nous donne des informations pour qu'on sache comment les Français sont rentrés en Algérie et comment l'émir Abdelkader leur avait résisté avec une armée qu'il avait créée. Donc, la visée de ce texte est bien informative. Informative, donc la première est valable. Nous voyons si le texte, la visée du texte est explicative. L'auteur, il donne des informations, mais lorsqu'on donne des informations pour que le lecteur les comprenne, il faut les expliquer. Il faut faire comprendre les lecteurs. Alors l'auteur explique en utilisant des procédés explicatifs. Les procédés explicatifs qu'il utilise dans le texte historique, c'est comme les dates, par exemple, 1830, 1831, 1855, 1883. Donc ce sont des dates et aussi les chiffres. Les chiffres, c'est un procédé explicatif. Alors les dates et les chiffres, c'est le procédé explicatif de l'illustration. C'est pour expliquer. Donc je vous parlais de chiffres, il y a 6000 pour les 6000 soldats turcs, il y a 37 000 soldats français. Donc il y a en même temps des dates et des chiffres. Ce sont des procédés explicatifs. Et il y a d'autres procédés explicatifs. Par exemple, lorsqu'on nous dit que la dîme est appelée au shur, c'est un procédé explicatif. Donc le texte, la visée du texte et de l'auteur est en même temps informative et explicative. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a étudié dans le texte historique. Voilà, la deuxième proposition, c'était la bonne. Et puis, on ne retenait pas la proposition exhortative parce que lorsque un texte est exhortatif, ça veut dire que l'auteur, il demande d'agir, il encourage à faire quelque chose, donc non. Poétique, ça a un rapport avec la poésie. Voilà, poétique, donc le texte, ce n'est pas de la poésie, donc je ne retiens pas cette proposition de réponse. Et expressive non plus, parce que expressif, c'est un adjectif qui veut dire que quelque chose exprime un sentiment, alors que le texte de cet auteur, c'est un texte objectif où il n'y a pas trace de sentiment. Donc nous sommes arrivés à la fin de la correction du sujet. J'espère que vous avez bien compris et que cela vous sera utile le jour du bac.
Je vous souhaite beaucoup de succès au bac et à bientôt.